Imaginez un monde où votre travail n'est plus lié à un salaire, où chaque besoin est anticipé avant même que vous ne le formuliez, où l'argent, ce concept millénaire, a tout simplement cessé d'exister. En 2150, 97% des humains ne possèdent ni carte bancaire ni compte épargne. Pourtant, personne ne manque de rien. Ce n'est pas de la science-fiction, ni le résultat d'une utopie mystique. C'est la conséquence froide et calculée d'une décision prise un siècle plus tôt. Une décision qui a basculé le destin de l'humanité. Bienvenue en 2150. L'année où l'intelligence artificielle a rendu la monnaie obsolète. Et si le meilleur restait à venir? Découvrez un monde où tout devient possible. Bienvenue dans le futur que nous méritons tous. Regardez autour de vous. Les transactions ont disparu. Les files d'attente devant les guichets sont des souvenirs oubliés. Les coffres-forts sont vides. Dans les rues, les gens circulent sans jamais échanger de pièces ou de billets. Le système monétaire, ce rouage qui a fait tourner le monde pendant des siècles, s'est grippé, puis s'est arrêté. À sa place, une architecture invisible gère les ressources. L'IA ne juge pas. Elle ne thésaurise pas. Elle se contente d'ajuster les équilibres. Il faut plonger dans le silence qui a suivi la fin de l'économie. Pour comprendre ce miracle, il faut regarder le cauchemar d'avant. En 2025, le réveil sonne à 6 heures. La main cherche le téléphone, vérifie le solde bancaire. Un chiffre rouge s'affiche. Le cœur se serre. La journée commence par une soustraction. Loyer, électricité, nourriture. On travaille pour payer, on paie pour survivre. Et on survit pour retourner travailler le lendemain. C'est une boucle fermée. Les gens courent vers le métro, le regard fixé sur leur montre. Ils ne marchent pas, ils chronomètrent leur existence. Le soir, le silence de l'appartement est lourd. On compte les pièces restantes. On anticipe la fin du mois. Le système monétaire de l'époque ne promettait pas le bonheur. Il vendait de la peur de perdre son emploi. C'était une vie suspendue à un fil, où la moindre erreur de calcul pouvait tout faire basculer. Pendant que des milliards d'individus dormaient avec un nœud à l'estomac, une autre réalité se dessinait au sommet. Quelques centaines de personnes possédaient plus que la moitié de l'humanité réunie. Ce n'était pas une simple statistique, c'était une faille béante. D'un côté, des tours de verre étincelantes où les ressources étaient gaspillées, de l'autre, des quartiers entiers où chaque mètre carré était une lutte. Le système monétaire était devenu un aspirateur à richesse. Les inégalités explosaient, créant une fracture irréparable. Le travailleur moyen voyait son salaire stagner, tandis que le coût de la vie grimpait. Personne ne se sentait en sécurité. La peur du futur était devenue un bruit de fond permanent. Les parents regardaient leurs enfants en se demandant quel monde ils allaient leur léguer. Le système ne récompensait plus l'effort, il punissait l'absence de capital. Cette absurdité était devenue la norme. L'humanité était piégée dans une course contre un mur invisible, une architecture de la privation qui transformait chaque vie en une ligne de compte. Mais, au cœur de cette absurdité, une idée fragile a commencé à germer. En 2040, loin des centres financiers, une petite vallée isolée du Costa Rica devient le théâtre d'une rupture. 500 habitants se réunissent. Ils prennent une décision radicale. Supprimer l'argent de leurs échanges quotidiens. Ce n'est pas un retour à la préhistoire, mais un saut dans l'inconnu. Pour orchestrer cette transition, ils activent une intelligence artificielle nommée Sol. La machine s'installe sur des serveurs locaux, alimentés par l'énergie solaire de la vallée. Sol ne possède aucun compte, ne réclame aucun intérêt et ne juge personne. Elle observe simplement les flux. Elle cartographie les besoins réels de la communauté et les capacités de chacun. Un agriculteur a besoin de réparer son toit? Sol identifie un voisin menuisier disponible. Une enseignante cherche des outils pour ses cours? Sol connecte les ressources inutilisées. La machine devient
le miroir des nécessités humaines. Elle ne calcule pas des prix, elle équilibre des réalités. Dans cette vallée, la magie opère sans le moindre jeton numérique. Sol ne crée pas de monnaie interne, elle ne distribue aucun point de crédit. Il n'y a pas de tableau de score, pas de classement, pas de dette à rembourser. Si tu répares un vélo, Sol enregistre simplement l'action, sans pour autant exiger une contrepartie immédiate. Tu as besoin d'un cours de musique ? Sol identifie quelqu'un qui possède ce savoir et qui souhaite le partager. La machine se contente de mettre en relation une envie d'apprendre avec une envie d'enseigner. Cette absence totale de comptabilité transforme radicalement les rapports humains. Le voisin ne voit plus l'autre comme un client potentiel ou un débiteur, mais comme un partenaire de vie. La méfiance s'effrite jour après jour. On donne parce que l'on peut, on reçoit parce que l'on a besoin. Cette fluidité crée une confiance inédite. Les habitants découvrent que la sécurité réside dans la solidité de leur réseau social. Le système de SOL devient un simple facilitateur, une interface invisible qui permet à la générosité de circuler sans entrave. Le troc assisté par l'IA devient une seconde nature. 20 ans plus tard, l'expérience de la vallée n'est plus une anomalie isolée. Elle est devenue une onde de choc. 50 millions d'individus, répartis sur plusieurs continents, ont abandonné le modèle monétaire pour adopter le système de Sol. Ce basculement massif n'est pas le fruit d'une idéologie, mais d'une révolution technique. L'IA générative, couplée à une robotique devenue abordable et polyvalente, a brisé les chaînes de la production. Dans ces nouvelles cités, les machines assemblent des composants, cultivent des serres verticales et entretiennent les réseaux de distribution avec une précision chirurgicale. Le coût marginal de fabrication de chaque objet, de chaque aliment, tend désormais vers zéro. Pourquoi vendre ce qui ne coûte plus rien à produire ? Pourquoi accumuler ce qui peut être généré à la demande ? Les usines automatisées tournent en flux tendu, ajustant leur cadence aux besoins réels transmis par Sol. La rareté, moteur séculaire de la valeur marchande, s'est évaporée. En quelques décennies, le travail humain s'est libéré de la contrainte de la subsistance. En 2080, le constat s'impose avec une brutalité froide dans les couloirs du pouvoir. Les gouvernements observent leur propre rouage s'enrayer. Le système fiscal, pilier séculaire de la gestion étatique, ne remplit plus sa fonction. Pourquoi collecter des impôts quand la monnaie ne circule plus ? Les chiffres sur les écrans de contrôle deviennent des abstractions vides de sens. Les décideurs réalisent alors que leur rôle est devenu obsolète. Le basculement est radical. L'État cesse de prélever pour se concentrer sur la production directe. Les infrastructures nationales sont réorientées. Les centrales électriques deviennent des services publics gratuits. Les réseaux de distribution d'eau sont intégrés dans une gestion territoriale centralisée. Le gouvernement ne gère plus des budgets, il gère des flux de matière et d'énergie. Il installe des turbines, creuse des puits. Chaque foyer est désormais alimenté sans qu'aucune transaction ne soit nécessaire. L'impôt disparaît, remplacé par une logistique de services purs. La structure même de la nation se transforme. Elle n'est plus un percepteur, elle est devenue le fournisseur universel des besoins fondamentaux. 3 ans plus tard, en 2083, le dernier verrou tombe. Dans une capitale silencieuse, les portes blindées de la dernière banque centrale du monde s'ouvrent une ultime fois. Il n'y a pas de manifestation, pas de cris, seulement le bruit sourd des mécanismes qui se figent. À l'intérieur, les coffres forts sont désormais vides de toute utilité. Les employés retirent les plaques de cuivre des façades, le bâtiment ne sert plus à rien. L'argent n'est pas devenu illégal. Il a simplement cessé d'exister. Dans les rues, les gens observent les ouvriers démonter les distributeurs de billets. Ils ne ressentent ni colère, ni triomphe, mais une forme de soulagement profond. Ce n'est pas la fin d'un système, c'est la fin d'une contrainte. Le poids qui pesait sur les épaules de chaque individu se dissipe. Le papier-monnaie devient un objet de collection, une curiosité historique. La société bascule dans une ère nouvelle où la valeur ne se mesure plus par des chiffres. Le monde respire enfin, libéré de l'obsession du calcul. Une page de l'histoire humaine est tournée, laissant place à une organisation où chaque besoin est anticipé. Le temps s'écoule, inexorable. Les décennies passent sans le moindre bruit de caisse enregistreuse.
En 2120, le monde a radicalement changé de visage. Il ne reste qu'une poignée d'individus, des vieillards de plus de 90 ans qui portent encore en eux la mémoire du système ancien. Ils sont les derniers gardiens d'un passé révolu. Dans leurs mains tremblantes, ils tiennent parfois un vieux billet froissé, un morceau de papier jauni qui ne possède plus aucune valeur marchande. Ils observent les jeunes générations s'activer autour d'eux, ces enfants nés dans l'abondance, pour qui la notion de prix est une énigme totale. Quand ces derniers témoins s'éteignent, un lien invisible se rompt. Avec leur départ, le souvenir concret de la peur de manquer s'efface définitivement. La tension monte imperceptiblement dans les récits transmis. Ce qui était une réalité quotidienne devient soudain une légende incroyable, une histoire étrange que l'on raconte au coin du feu pour tester la crédulité des plus jeunes. La transition est achevée. Dans les jardins suspendus, un vieil homme sort une coupure de 10 € d'un coffret en bois. Il l'attend à un enfant de 10 ans. L'enfant recule, les sourcils froncés, comme s'il faisait face à un objet tranchant. Il demande « C'est quoi ce bout de papier ?» Le vieil homme explique « Autrefois, on devait donner cela pour avoir le droit de manger. » L'enfant écarquille les yeux. Son souffle se bloque un instant. Pour lui, l'idée de troquer un objet contre de la nourriture semble relever d'une cruauté archaïque. Il imagine une époque où l'on pouvait mourir de faim si ce papier manquait. Il frissonne, rejetant le billet comme s'il s'agissait d'une relique maudite. Ce n'est plus une simple curiosité historique, c'est un mythe terrifiant qui prend forme dans son esprit. Les autres enfants s'approchent, observent le rectangle coloré avec une méfiance instinctive. Ils chuchotent, incapables de concevoir un monde où la survie dépendait d'un symbole artificiel. Pour eux, l'argent est devenu l'équivalent d'un dragon dévorant les hommes, une créature de cauchemar que l'on ne croise que dans les contes les plus sombres. Le décor est planté pour une ère où la rareté n'est plus qu'un mot oublié, et où chaque humain peut enfin se projeter dans une existence sans entrave. En 2150, la notion de propriété immobilière a disparu. Le logement n'est plus un bien que l'on possède, c'est un droit fondamental. Chaque humain dispose d'un espace modulable, ajusté en temps réel par les capteurs de l'IA. Un habitant change de ville? Il déverrouille une unité libre. À l'intérieur, les cloisons glissent sans bruit sur des rails invisibles. Un mur se rétracte pour agrandir le salon, tandis qu'une paroi latérale pivote pour faire surgir un bureau ergonomique. Les meubles ne sont pas fixes. Ils émergent du sol ou se déploient depuis les parois selon l'usage immédiat. Besoin d'un atelier de peinture? La pièce s'adapte en quelques secondes, modifiant la luminosité et libérant une surface de travail plane. L'IA analyse les besoins locaux et réorganise les volumes. Aucun espace ne reste inoccupé. Si une personne déménage, son ancien logement est instantanément reconfiguré pour le nouvel arrivant. Cette fluidité totale garantit que chacun dispose exactement de ce dont il a besoin. Le concept de loyer ou de crédit immobilier est une relique. La maison n'est plus une cage, c'est un outil vivant qui respire au rythme de ses habitants. La fluidité ne s'arrête pas au mur. Elle s'étend à ce qui nourrit le corps. Ici, la nourriture n'est pas un produit marchand. C'est une ressource naturelle disponible. À chaque coin de rue, des tours de verre s'élèvent vers le ciel. Ce sont les fermes verticales. À l'intérieur, des bras articulés glissent entre les rangées de légumes. Ils scannent chaque feuille, chaque fruit, ajustant l'eau et les nutriments avec une précision chirurgicale. Aucun pesticide, aucun transport inutile. La récolte se fait à quelques mètres de l'assiette. Un habitant s'approche d'un distributeur intégré à la structure. Il tend la main et le système lui délivre exactement ce dont il a besoin. Pas de prix, pas de transaction, la gratuité est totale. Le gaspillage, lui, a été banni par la logique du système. Ce qui n'est pas consommé est immédiatement récupéré par des capteurs de décomposition. Les restes sont transformés en compost ou en énergie pour alimenter les serres voisines. Rien ne se perd. Tout circule dans un cycle infini. Les images de files d'attente devant les banques alimentaires où les rayons vides appartiennent à une ère révolue. La faim a été effacée par cette gestion algorithmique de l'abondance. Aujourd'hui, se nourrir est un acte aussi simple que de respirer. La rareté a cédé la place à une disponibilité permanente. Une fois la survie garantie, l'humanité a dû réinventer le sens de ses journées.
Le travail, autrefois un fardeau imposé pour éviter la misère, s'est métamorphosé. Les usines automatisées et les algorithmes gèrent désormais les tâches répétitives, libérant les mains et les esprits. Aujourd'hui, on ne se lève plus pour payer un loyer ou remplir un frigo. On se lève par envie. Dans les jardins communautaires, une femme taille des arbustes, non pour le rendement, mais pour la forme des feuilles et le parfum des fleurs. Plus loin, un homme consacre ses après-midi à soigner les plus fragiles, guidé par le simple désir d'être utile. Certains deviennent conteurs, transmettant des savoirs oubliés sous les arbres, tandis que d'autres réparent des objets anciens, redonnant vie à la matière. Cette transition est radicale. L'esclavage du salaire a laissé place à la contribution volontaire. Chaque action est désormais un choix. On ne travaille plus pour survivre, on contribue pour exister. Le labeur a laissé place à l'élan, faisant de chaque contribution une célébration. La disparition de la contrainte monétaire a provoqué une onde de choc silencieuse dans la physiologie humaine. Autrefois, le corps portait les stigmates de l'anxiété. Mâchoire serrée, épaules crispées, sommeil haché par l'angoisse du lendemain. Les cliniques étaient saturées par les pathologies liées au burn-out, ces effondrements nerveux causés par la course effrénée à la survie. Aujourd'hui, ces symptômes ont déserté nos hôpitaux. Observez les places publiques. Les gens marchent sans cette précipitation fébrile. Le rythme cardiaque moyen a ralenti. Les insomnies chroniques ont laissé place à des cycles de repos profonds et réparateurs. Un homme s'assoit sur un banc, il regarde le ciel sans consulter sa montre. Il respire amplement, son visage est détendu. Cette sérénité retrouvée est une explosion de vitalité. Les nouvelles générations grandissent sans ce nœud à l'estomac. La santé mentale n'est plus une lutte, c'est un état naturel, une harmonie retrouvée entre le corps et le temps. La liberté ne se limite plus à l'esprit, elle s'inscrit désormais dans le mouvement physique à travers le globe. Sans la barrière du coût, la notion même de frontière a perdu sa substance. Un voyageur se présente devant une plateforme de transport magnétique, silencieuse et lumineuse. Il n'y a ni guichet, ni portique, ni contrôle de titre. Il pose simplement la main sur le panneau de commande et la capsule s'ouvre. En quelques secondes, le véhicule glisse sur un rail invisible. À l'intérieur, les passagers observent les paysages défiler. Ils ne sont plus des touristes pressés par un budget, mais des explorateurs du monde. Une femme quitte les côtes tempérées pour rejoindre les sommets enneigés en moins d'1 heure. Les transports relient les communautés les plus isolées. On voit des groupes d'amis décider de traverser un continent pour observer une éclipse. Les avions bruyants ont disparu. La Terre entière est devenue un terrain de jeu ouvert, où chaque trajet est une invitation à la rencontre, sans jamais se soucier du prix du billet. Pourtant, sous cette surface apaisée, l'humanité n'a pas muté en une espèce angélique. L'argent n'était qu'un écran, un voile qui masquait des tensions bien plus profondes. Dans un atelier partagé, 2 sculpteurs se font face. Leurs mains tremblent de colère. Ils ne se disputent pas pour un salaire ou une part de marché, mais pour la reconnaissance de leur vision. L'un veut transformer l'espace commun en jardin, l'autre en salle de projection. Les mots fusent, les gestes deviennent brusques, les visages se crispent. Ici, Lia Sol reste silencieuse. Elle ne tranche pas, elle observe. Ailleurs, dans une assemblée de quartier, les voix s'élèvent. Certains refusent les protocoles de l'IA, exigeant un retour à une autonomie totale, une souveraineté sur leurs propres décisions. Les égos se heurtent, les rancœurs personnelles refont surface. La jalousie, cette ombre tenace, persiste. On voit un homme fixer avec amertume le travail d'un voisin, non par manque de ressources, mais par besoin de supériorité. Ces conflits sont crus, sans l'artifice des transactions financières pour les étouffer ou les détourner. L'humanité est mise à nu. Ce n'est pas un monde parfait, c'est un monde réel. Un monde où, libérés des chaînes du besoin, nous devons enfin apprendre à gérer la complexité de nos propres désirs. Au-delà des frictions et des égos, une ressource inestimable a enfin été rendue à chaque individu, le temps. Ce n'est plus un temps compté, chronométré par des cadences de production ou des échéances bancaires. C'est un temps pur,
Une étendue silencieuse qui s'ouvre devant chacun. Une femme s'assoit au bord d'un lac. Elle ne regarde pas sa montre. Elle observe simplement le mouvement des roseaux sous la brise. Elle a des heures, des jours entiers pour laisser ses pensées vagabonder sans culpabilité. Ailleurs, un homme passe une semaine entière à restaurer un vieux mécanisme, non pour le vendre, mais pour comprendre comment ses rouages s'articulent. Il prend le temps de rater, de recommencer, de s'imprégner de la matière. Ce temps libéré permet enfin la rencontre avec soi-même. On voit des gens s'allonger dans l'herbe, le regard perdu dans les nuages, non pas par paresse, mais par nécessité de rêver. Ils exploraient des domaines ignorés, apprennent une langue pour le plaisir de la sonorité ou contemplent les étoiles pour mesurer leur propre place dans l'immensité. Ce silence retrouvé n'est pas vide, il est fertile. L'humanité n'est plus une machine à produire. Elle est devenue une conscience qui s'observe, qui se questionne et qui, pour la première fois, ose imaginer son propre futur sans la peur du lendemain. Pourtant, ce futur n'est pas un horizon lointain, c'est une fissure dans le présent. Regardez autour de vous. La course effrénée, les écrans qui clignotent, cette urgence permanente de produire pour exister. Vous sentez cette tension dans vos épaules? Ce poids invisible qui vous pousse à courir encore plus vite? Arrêtez-vous. Juste une seconde. Posez ce que vous tenez. Respirez. Imaginer une alternative n'est pas une fuite, c'est un acte de rébellion pure. C'est refuser que votre valeur soit réduite. Aujourd'hui, le monde vous demande de vous adapter. Mais si vous osiez imaginer autre chose, chaque fois que vous choisissez de créer par envie, chaque fois que vous donnez votre temps, vous brisez une chaîne. Le futur ne se construit pas avec des calculs, il se construit avec des questions. Et si, dès aujourd'hui, vous décidiez de ne plus courir, imaginez maintenant ce monde. Le soleil décline sur une place commune. Des tables en bois sont dressées, chargées de fruits récoltés le matin même. Personne ne compte les parts, personne ne vérifie les comptes. Les gens parlent, riant, partagent un repas sans jamais mentionner un prix. Un enfant court entre les chaises, un musicien joue une mélodie qui s'élève dans l'air calme. Il n'y a pas de banque, pas de coffre, pas de dette. Juste une communauté qui respire au rythme de ses besoins. C'est une image possible. Une simple possibilité parmi tant d'autres. Le monde que vous connaissez est une construction, pas une loi naturelle. Il repose sur des habitudes que vous avez acceptées. Mais si ces habitudes tombaient, que resterait-il de vous? Que feriez-vous de votre temps si la survie n'était plus votre seule boussole? Regardez votre main, regardez votre temps. Que choisirez-vous de construire?